Deuxième attente, en fait, ce slide pour vous montrer que, oubliez vite le scanner, c'est pour vous montrer justement que la fibrose pulmonaire, c'est pas simplement une maladie pulmonaire. Et pour nous, en tant que patients, en fait, c'est tout un ensemble de symptômes et de conséquences aussi sur notre vie quotidienne qui sont extrêmement lourds à porter. C'est un fardeau et physiquement et psychologiquement réellement épuisant. Donc je ne vais pas vous détailler tout ce qui nous entoure en fait. Et en fait, le besoin qu'on ressent, c'est qu'il y ait plus de travail qui soit fait sur les traitements de nos symptômes et de ces conséquences de notre vie quotidienne. Je prendrai juste un exemple, vu le temps, sur la toux, qui est vraiment un symptôme extrêmement fréquent. Il y a plus de 50% des patients fibrose pulmonaire qui toussent. Quand ça s'installe réellement de manière chronique, c'est quelque chose qui est extrêmement épuisant physiquement, c'est douloureux, c'est très anxiogène. On a vraiment l'impression de mourir quand on a une canne de toux, parce qu'on n'arrive pas à reprendre son souffle. Et surtout, et aussi, je dirais, ça provoque un isolement social, parce que quand vous toussez fréquemment, vous n'allez plus sortir. Et puis familial, parce que même au sein de la famille, ça crée un isolement, on s'isole, et puis parce qu'on dérange tout le monde en fait. Tout simplement, les gens s'isolent et vont même, pour certains, jusqu'à ne plus participer aux événements familiaux, repas de famille, etc., de peur d'avoir une canne de toux. Je voulais aussi dire un mot sur les exacerbations. C'est quelque chose, dès qu'on est diagnostiqué, avec lequel on vit, c'est une sorte d'épée de Damoclès qu'on a sur la tête, on sait que ça peut arriver. Ça arrive quand même assez fréquemment, à peu près, je crois que c'est 20% à peu près des patients qui font des exacerbations, et le pronostic, aujourd'hui, est encore beaucoup trop sombre, en fait. La survie, après 3 mois, en cas d'exacerbation aiguë, c'est 50%. Donc ça, c'est pas satisfaisant. Il faut vraiment se mettre d'accord sur des protocoles de soins et arriver à mieux traiter ces exacerbations. Et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'est effectivement l'accès aux soins palliatifs. C'est un mot qui fait peur, c'est un mot tabou qui fait peur à tout le monde, qui fait peur aux patients, tout simplement, déjà parce qu'on mélange soins palliatifs, soins de fin de vie et soins d'accompagnement. Ça, c'est le premier point. Et puis après, on a l'impression que voilà, il y a sûrement des pathologies qui ont accès plus facilement que nous. Et c'est vraiment des soins, il y a tout un tas de soins, par exemple sur la toux, qui pourraient être mis en place dès le départ, en fait, dans notre parcours de soins, pour je dirais, alléger nos symptômes et puis aussi notre bien-être mental. On parle beaucoup de soutien psychologique. Les soins palliatifs apportent vraiment des réponses par rapport à ça. Difficile de passer derrière ça, mais juste pour rappeler que c'est vrai qu'on a le suivi classique de nos patients, on les voit régulièrement, on fait une fonction respiratoire, et comme l'a très bien dit Jean-Michel, derrière la fonction respiratoire, ce n'est absolument pas la traduction des symptômes du quotidien, et que effectivement, charge à nous en tout cas de les interroger dans toutes ces dimensions-là. Et je les ai un peu représentés comme ça pour se dire que finalement à la fin d'une consultation, il serait légitime d'être passé par les symptômes et cette gestion même des symptômes, qu'il s'agisse la toux, on y reviendra juste après, mais de la dyspnée, de la fatigue, de l'anxiété, de la dépression, de la dénutrition, entre autres parce qu'on a des outils et des armes qui sont démontrés comme efficaces pour gérer ces symptômes. Et je pense que parfois, et moi je fais mon mea culpa, c'est vrai qu'on va regarder le FR, le scanner, et puis finalement le patient, juste à la fin, il dit « mais quand même, je suis un peu embêté par mes quintes de toux, où je me trouve quand même de plus en plus essoufflé ». Donc rappelons juste que sur l'exemple de la dyspnée, on a quand même des études cliniques qui sont plutôt de bonne qualité et qui démontrent l'efficacité de l'utilisation d'opioïdes oraux, notamment pour diminuer cet essoufflement. On a la réhabilitation respiratoire, qui est quand même un outil exceptionnel et qui non seulement améliore la dyspnée, et c'est démontré, améliore également la fatigue et probablement participe à tous les éléments nutritionnels et anxiodépressifs. L'oxygénothérapie longue durée, pour les gens qui effectivement répondent aux critères, on a un bénéfice sur la dyspnée. C'est un petit peu moins évident pour ce qui va être l'oxygénothérapie de déambulation, où ce qu'on voit, c'est que même si on n'a pas de bénéfice sur la dyspnée, on a un bénéfice indiscutable sur l'amélioration de la capacité à l'effort. Alors on est aussi essoufflé, mais on fait un effort supplémentaire. Donc finalement, à la fin, je pense que tout le monde est gagnant. Et donc c'est tout un tas de choses qu'il faut qu'on puisse évaluer et checker de façon systématique dans l'accompagnement précis de nos patients. La fatigue, n'oublions pas, nous pneumologues, que bien d'autres comorbidités s'associent à la fibrose, et je citerai notamment le syndrome de l'apnée du sommeil, donc on sait qu'il a une incidence importante, et que le négliger, c'est s'affranchir d'une possibilité thérapeutique supplémentaire. Anxiété, dépression, on sait qu'on a des choses à y faire, et ça fait écho bien évidemment à un besoin de prise en charge multidisciplinaire. Un pneumologue est loin d'être compétent sur toutes ces disciplines.
Donc sur un petit mot sur la toux, juste pour dire qu'on a quelques études qui ont un nombre de patients qui ne sont pas extraordinaires, mais c'est juste pour passer des messages. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des données qui montrent une certaine efficacité de certains médicaments. Les corticoïdes oraux, alors pas beaucoup de patients, mais on les utilise tous. La pirfénidone, Guigui en a parlé, et puis on a les morphiniques, notamment les morphiniques longue durée d'action. On peut, les posologies, proposer 5 mg matin et soir. Une étude anglaise avec la nalbuphine qui est proposée à 162 mg per os x 2, et on démontre une diminution de la toux de façon significative, aussi bien diurne que nocturne. Et vu l'intensité que représente au quotidien la toux, je pense que c'est indispensable. Un petit mot pour dire que des molécules qui pourraient être efficaces dans d'autres types de toux ne l'ont pas été dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Je cite les anti-P2X3, les IPP, l'azithromycine ou certaines nébulisations de chromogéniates. Pour terminer, puisqu'il y avait un écho sur les exacerbations, eh bien, quand on interroge des pneumologues pour voir comment on prend en charge les exacerbations, que ce soit sur les modalités d'actes diagnostiques, de stratégie de traitement ou même de stratégie de prévention, les curseurs montrent qu'on n'est pas harmonisé tous autant qu'on est, et on comprend que ça, les patients le ressentent, et il y a un besoin évident d'harmonisation sur la prise en charge de ces exacerbations, et puis espérons-le aussi trouver vraiment des solutions efficaces. Donc on a un certain nombre de données qui ont été publiées. La France n'est pas en retrait, puisqu'on a eu la chance d'avoir Exacif, qui certes a démontré la non-efficacité du cyclophosphamide dans le traitement des exacerbations, mais on continue, on n'arrête pas là, et on remercie Jean-Marc Nakache qui coordonne Exacif 2, où je vous invite à inclure les patients sur le fait de comparer corticoïdes versus placebo dans ces mêmes exacerbations. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera en plus à harmoniser nos pratiques. L'intérêt, encore une fois, d'essais cliniques, c'est d'être tous alignés sur les critères. Un petit mot sur la prise en charge palliative, parce que c'est quelque chose de difficile à porter. Quand on prend la fibrose pulmonaire idiopathique, là, c'est des données qui montrent que les patients meurent majoritairement à l'hôpital, et quand on parle de prise en charge palliative, c'est le mois qui précède le décès. On est très loin de ce qui est recommandé dans les prises en charge, c'est finalement la fin de vie qui est prise en charge et pas un accompagnement palliatif. Donc il y a du chemin à parcourir, mais il est à parcourir des deux côtés, du côté des patients et du côté des soignants. C'est-à-dire quand on interroge les patients, il y a certes une expression qui est le manque d'accompagnement, mais il y a aussi beaucoup d'idées fausses. Quand on annonce un cancer, on pense palliatif. Quand on annonce une fibrose, pour les patients, c'est pas forcément intégré d'emblée sur l'accompagnement et la prise en charge thérapeutique. Donc il y a beaucoup d'éléments aussi qui bloquent le patient pour cet accompagnement. Et puis nous, médecins, on a aussi nos propres blocages. Encore une fois, quand on compare des praticiens qui prennent en charge éventuellement des cancers ou des fibroses, on voit qu'il y a une différence. On a beaucoup plus de mal à aborder la question des soins palliatifs parce que c'est une maladie rare, parce que le diagnostic n'est pas précis, parce que le pronostic, on n'a pas d'éléments tangibles, aussi tangibles que d'autres. Et donc, de fait, il y a un certain retrait vis-à-vis du fait d'intégrer ça dans le parcours de soins. Et évidemment, finalement, la synthèse, c'est de se dire qu'on confond finalement fin de vie aujourd'hui et soins palliatifs, peut-être parce qu'il faut changer ce terme soins palliatifs, et dès le départ, c'est un accompagnement personnalisé. Voilà, et puis un petit mot pour dire quand même que quand on a une prise en charge multidisciplinaire de la fin de vie, il y a aussi un impact économique, ça coûte moins cher que lorsqu'on ne le fait pas. Et donc la France, elle est largement investie depuis le départ. Nos recommandations ont cité dès le départ la place des soins palliatifs. À nous de l'organiser et de le mettre en place avec un accompagnement national qui en a fait une priorité récente. Dernière chose, on a une étude française qui évalue l'impact des soins palliatifs dans la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est l'étude PALIF, et donc on attend très prochainement les résultats. Une représentation à gauche de tous les soins en fait, dont on a besoin avec une fibrose pulmonaire pour survivre et pour vivre le plus correctement possible. Vous comprenez bien que quand on est malade, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en place tout seul. On va être capable de s'organiser avec tous ces soins dont on a besoin. Quand on est en plus isolé familialement ou habitant loin d'une grande ville, c'est plus difficile, c'est impossible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Tout seul, on ne peut pas faire. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là perdent effectivement énormément de chance par rapport à leur survie. Donc il y a énormément de choses à faire. Déjà avoir un accès plus facile à tous ces soins. Pas facile de trouver un kiné, pas facile de trouver un psychologue, etc. Et ensuite, c'est vraiment trouver des moyens de faciliter l'accès à ces soins-là et surtout de les coordonner. Il y a des organisations qui existent déjà dans certains centres avec des infirmières de coordination, avec des consultations en hôpital de jour, des consultations type en hôpital de jour qui marchent très très bien et pour lesquelles les patients, enfin c'est un plébiscite, les patients, ça change leur vie.
quand ils sont pris en charge comme ça, parce qu'au même moment, ils peuvent voir plusieurs spécialistes, ils n'ont pas à s'organiser tout seuls pour les voir. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, je ne sais pas si vous le voyez toujours, quand on a un suivi de fibrose pulmonaire, si tout va bien, entre guillemets, on voit son pneumologue 2 fois par an, une fois tous les 6 mois. Et entre-temps, dans notre vie quotidienne, vous avez vu, avec toute la petite bulle de choses qui nous arrivent, il y a plein de moments où on ne va pas bien, il y a plein de moments où on a des questions, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est grave, on ne sait pas si c'est pas grave. Et à ce moment-là, ce qui nous manque, en fait, c'est un contact. Être capable de contacter quelqu'un pour avoir une réponse très simple, sans doute peut-être simplement sur une toux qui ne s'arrête pas, un peu de fièvre, etc. Mais parfois plus grave, peut-être pour déclencher un passage aux urgences. Et là encore, on est complètement démuni par rapport à ça, sauf à mettre en place des systèmes d'organisation qui permettent, soit via des infirmières, soit via des, je sais pas quoi, je vous laisse trouver des bonnes idées de standards, de choses comme ça, qui permettent effectivement d'avoir une réponse précise qui n'est pas nécessairement celle du pneumologue. D'ailleurs, les infirmières en général peuvent très bien donner ce type de réponse. Et puis, dernier point, c'est sur la liaison ville-hôpital. Je ne veux pas trop détailler, en fait, parce que je suis un petit peu en colère, parce qu'on est de nombreux patients à ne plus avoir de médecins généralistes, en fait. Et le lien manque énormément. Alors là, il faut rester humble à nouveau. J'ouvre une boîte à idées. C'est des choses que j'ai notées. Il y a évidemment sûrement plein de gens dans cette pièce qui auront d'autres idées pour répondre à un enjeu de santé publique sur les parcours. Là, on parle d'une maladie rare, on imagine que ça s'applique à bien d'autres pathologies. L'idée, c'est d'avoir des idées à la fois sur la partie structuration des soins, c'est d'avoir aussi des idées sur l'accompagnement et la formation des professionnels de santé au sens large, pour cartographier et mailler le territoire. Et puis également ouvrir aujourd'hui la santé numérique, c'est un grand mot, mais c'est peut-être un élément qui peut permettre de répondre, de désenclaver un certain nombre de personnes qui sont parfois dans des territoires un petit peu compliqués d'accès. Et donc voilà, juste quelques éléments à proposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait du caractère multidisciplinaire, les agences régionales de santé sont dans une démarche de promotion de structures, de réseaux multidisciplinaires locaux. Et si on met un kinésithérapeute, un psychologue, une infirmière dans un endroit isolé, si nous, on ne va pas les former sur cette pathologie-là, on peut imaginer que ça ne fonctionnera pas et on aura toujours un centralisme primaire. Donc il y a vraiment une stratégie à avoir. Il faut aussi que on puisse pour les patients finalement remettre des protocoles de soins pour pouvoir passer le relais local, médecin généraliste. Ces protocoles de soins peuvent être partagés aussi avec les équipes de transplantation. Donc il y a besoin effectivement probablement de structurer de plus en plus. Et puis si on a des bonnes idées dans nos régions, c'est certainement pertinent de les évaluer, de voir si elles sont efficaces pour pouvoir les déployer certainement dans d'autres territoires. Et si on les évalue, ce n'est pas non seulement sur l'accès aux soins d'un patient, mais c'est probablement aussi ce qui nous a été brillamment exprimé, c'est-à-dire le ressenti de ce parcours patient, aussi bien pour le patient lui-même que probablement ses aidants. Et donc voilà, je pense qu'on a un gros travail à faire. Les idées sont certainement encore plus dans la salle que sur la diapositive, mais la stratégie est là et à nous d'organiser le parcours de soins et la cartographie de nos propres territoires qui sont tous extrêmement divers. Le dernier point que je voulais aborder, c'est sur le diagnostic qui est encore beaucoup trop souvent tardif. On est encore très souvent diagnostiqué après des mois, voire des années d'errance diagnostique, avec un impact dès le diagnostic déjà très présent sur la qualité de vie et sur l'espérance de vie. Et je pense qu'on a vu qu'on va avoir tout à l'heure encore plein d'espoir sur des nouvelles pistes thérapeutiques possibles. Ça renforce encore plus ce besoin de cette équation qui semble si évidente, mais qui n'est pas facile à mettre en place, qui est de dire s'il y a un diagnostic précoce et un traitement précoce, on a toutes les chances de survivre avec une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, mais il y en a pour tout le monde là aussi. Souvent le premier responsable, souvent c'est le patient qui les diagnostics d'une EFI, à l'origine de l'essoufflement, de la toux, c'est pas forcément très inquiétant quand on est jeune, quand on travaille, quand on a un peu de surpoids, on ne s'inquiète pas forcément, on va mettre déjà longtemps nous aller chez le médecin. Après on a des généralistes et des pneumologues qui ne connaissent pas forcément non plus, qui ne sont pas très habiles sur ce diagnostic et qui ont encore pas mal malheureusement d'erreurs de diagnostic à ce niveau-là. Il y a un accès très difficile, de plus en plus difficile au centre de référence, au centre de compétences. Pour la première consultation, en fait, après être envoyé, après être référé sur le centre, il y a des listes d'attente très importantes dans les centres de plusieurs mois.
Et puis, nous, patients, on aimerait que, voilà, que vous laissiez un peu libre cours à toute votre imagination pour faire des recherches sur tout ce qui pourrait aider en fait à ce diagnostic précoce, avec des biomarqueurs de la génétique, des outils de la décision, l'imagerie, etc. Mais il faut vraiment travailler sur le sujet pour qu'on puisse tous bénéficier en fait de la belle équation qui est de dire avec une FPI, si j'étais diagnostiqué avec peu de symptômes et avec un traitement qui stoppe la progression, je dirais je peux vivre une vie quasiment normale comme plein d'autres maladies chroniques, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. Bon, ben, on n'a plus qu'à travailler. Il faut absolument qu'on mette un investissement certain sur la prévention des maladies respiratoires. La fibrose pulmonaire idiopathique en fait partie, mais c'est évident qu'aujourd'hui on gagnera dans toutes les dimensions à avoir une stratégie de prévention soutenue par nos autorités de tutelle. L'idéal est quand même d'avoir l'identification des populations à risque pour aboutir à un diagnostic individualisé, espérons-le précoce. Et on a tous notre part de travail à faire. On espère par exemple qu'à l'occasion du dépistage du cancer du poumon, on sait que ce sera l'occasion de mettre en évidence des pathologies interstitielles. Ce sera là aussi l'expérience d'un diagnostic, espérons-le, beaucoup plus précoce pour un grand nombre de sujets. Donc, juste deux messages avant de laisser. On est bon dans le temps. Vous avez le petit flyer de l'association qui ce qu'on fait pour les patients, mais je voulais surtout vous demander à tous de sortir vos téléphones et puis de scanner le QR code qui vous mènera directement sur notre site internet. Et après, il suffit de l'enregistrer dans vos favoris. Comme ça, vous l'aurez sous la main pour en parler à vos patients. Et puis le dernier message, c'est qu'effectivement, on est une association de patients et d'aidants. Donc on fait beaucoup de choses pour eux, mais pour nous c'est extrêmement important aussi de travailler avec vous, comme on le fait aujourd'hui, comme on le fait tout au cours de notre vie d'association. Donc n'hésitez pas, vous avez notre adresse de contact, à nous contacter pour quelque raison que ce soit, pour des patients, mais aussi si vous avez des idées, si vous avez des projets de recherche, si vous avez des choses comme ça. On serait vraiment ravis de collaborer avec vous. On est persuadés, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on est persuadés qu'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on progresse. Il faut qu'on progresse encore plus vite, mais on progresse et il faut continuer comme ça.